Et salut tout le monde, bienvenue dans cette troisième vidéo de l'analyse de toutes les cartes du chapitre 3 de l'Orcana. J'ai donc déjà fait une vidéo avec tout ce qui était sur les lieux, ensuite j'ai fait Ambre, et aujourd'hui on va faire Améthyste ou Violet, voilà, pour les non-intimes. Violet, on va commencer par ce Diablo, animal de compagnie fidèle, fidèle de qui? De Maléfique, bien sûr. Et évidemment, c'est le pet, le familier de Maléfique que vous voyez ici. Donc, on va le comparer à une 2-2 pour 1 qui irait en Laura 1, hein, le truc un peu classique. Et bien donc là, elle perd 1 de volonté pour avoir cette capacité-là. Chaque fois que vous jouez un personnage maléfique, vous pouvez regarder la première carte de votre pioche, remettez-la soit sur le dessus de votre pioche, soit en dessous. Ce qui est bien parce qu'a priori, on peut quand même, je pense, mettre dans l'ordre qu'on veut les triggers. Donc on peut dire d'abord, bah, je joue Maléfique, mais je vais faire cet effet de Diablo. Hop, je vais regarder je vais mettre la bonne carte au-dessus, et après je pioche cette carte. Faut que je vérifie, mais il me semble que c'est comme ça qu'on fait au niveau des triggers. En tout cas, à Magic, c'est comme ça qu'on ferait. Je pense que ça ferait pareil ici sur l'Orcana, puisque évidemment, c'est dérivé de ce jeu. On a Yzma qui faisait ça déjà à l'époque. Ça, c'était quand elle était envoyée à l'aventure. Elle faisait ça avec uniquement la première carte de la bibliothèque, hein, donc c'est le cas pour Diablo. Ensuite, on va avoir le Jafar, un nouveau Jafar, dont on parlera un peu plus en détail tout à l'heure quand on parlera des Jafars. Mais il fait à peu près pareil avec les deux premières cartes cette fois-ci. Pareil pour le Chaudron d'Ursula, qui était là dans le chapitre 1 et qui permettait aussi comme ça à chaque tour de faire une sorte de regardeux, même si c'est pas vraiment la même capacité qu'à Magic. En tout cas, on retrouve un petit peu ce même esprit. Réflexion faisait ça pour 1, mais c'était une action, une chanson, donc on pouvait faire ça qu'une seule fois. Et là, on a même Je complète ma collection, qui est vraiment la version plus forte, entre guillemets, enfin plus chère, mais du coup plus intéressante, de réflexion, puisqu'on va regarder les 5 premières cartes de sa pioche. On va en mettre autant qu'on veut. Donc là, c'est cool, c'est qu'on stack un peu notre deck. Excusez-moi. Je viens de manger. Et alors, bon, pour 3, ce serait quand même un peu juste. On gagne quand même un éclat de l'or, ce qui est assez cool, puisque, à l'instar de Grimoire du Sorcier et de Merlin, on va avoir comme ça des cartes en violet qui vont permettre de gagner du l'or instantanément, entre guillemets, enfin en tout cas pendant notre tour, et pas avoir à faire je pose une bête et puis j'attends le tour adverse pour pouvoir aller à l'aventure avec et risquer de se prendre un anti-bête ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça peut être intéressant. Est-ce que ce sera joué dans les decks aggro? Enfin, je sais qu'il y avait un deck aggro, hyper aggro, avec notamment du jaune et qui jouait Cendrillon. Donc voilà, ça peut éventuellement finir. Le gars, il est à... Je sais pas, vous êtes, en tout cas vous, à 19, vous pouvez faire tac, je complète ma collection et je gagne la partie. Bon, voilà, maintenant, ça reste une carte quand même un peu chère. Et puis alors, à quoi ça sert, franchement, sur la plupart des cartes qu'on a là, de mettre des cartes un peu... Donc évidemment, ça permet de contrôler un petit peu notre pioche, donc ça peut être cool, mais c'est vrai que ça fait pas de card advantage. Eh bien, ils ont fait une carte qui va permettre de faire du card advantage avec donc des cartes comme celle-ci, et c'est le Chapeau de Sorcier, une carte que vous pouvez retrouver si vous avez de la chance dans une version enchantée. Il y a une enchantée, une des enchantées du set 3, c'est le Chapeau de Sorcier de Mickey, évidemment, dans Fantasia, et qui a en langage, on paye 1, on nomme une carte, puis on révèle la première carte de notre pioche. S'il s'agit de la carte nommée, ajoutez-la à votre main, sinon remettez-la sur le dessus de votre pioche. Alors, soit vous jouez à la chatte et bon, vous essayez d'avoir la bonne carte, soit vous avez ce genre de capa, et du coup vous pouvez, avec Je complète ma collection, trier dans le bon ordre pour être sûr de piocher plusieurs fois la carte en question. Il faut juste faire une fois sur deux parce que vous allez avoir une pioche normale, voire plus si vous avez des cartes qui piochent. Mais voilà, et donc c'est vrai que quand on compare par rapport au miroir magique qui faisait cet effet de piocher, on voit qu'il coûtait 2 non ancrables et qu'il fallait payer 4 pour pouvoir piocher une carte flat. Donc là, évidemment, c'est plus aléatoire, on va dire. Mais voilà, avec ce genre d'effet, ça peut le faire. Est-ce que c'est fort? Je ne pense pas, pour le moment en tout cas. Mais voilà, en tout cas, ça a le mérite d'exister. Si vous voulez jouer au sorcier, eh bien, vous savez comment on peut faire. Une carte qui permet de piocher directement, ça va être Il m'appelle, une petite chanson pour 1. Piochez une carte et choisissez ensuite jusqu'à 3 cartes de la défausse d'un adversaire, puis remettez-les dans sa pioche et remélangez-la. Ce qui permet de mettre des mauvaises cartes, entre guillemets, des cartes à 1 ou 2, un peu naze, on peut lui remettre dans son deck. Ça va un peu polluer son deck pour les fins de partie. Et puis il va peut-être y avoir des cartes un peu, on l'a vu notamment avec Perdita en Ambre, des cartes qui permettent de récupérer des cartes du cimetière. Et donc avec ce genre de cartes, on peut éventuellement éviter ça. Mais ce qui est cool, c'est qu'en fait on a un effet qui est pas forcément ouf, mais qui est une action pour 1 qui permet de piocher.
Donc elle rejoint des cartes comme improvisé et comme rien à cacher, qui permettent de piocher comme ça pour 1. Et alors, c'est pas vraiment pour les effets qu'on les joue. Moi, je sais que je jouais improvisé à un moment donné dans mon deck défausse vert-gris, parce que ça permettait de... En jouant 4, c'est comme si, entre guillemets, on jouait 56 cartes, parce que la carte se recycle. Alors, il faut payer 1. Mais parfois, ça se curve pas trop mal. Et puis, pouvoir faire tour 1, j'avais pas grand chose à jouer. Je pioche une carte parce que ça, on pouvait le jouer même si on n'avait pas de personnage en jeu. Pour piocher une carte, bah, ça permet de cycler un petit peu le jeu. Donc, c'est pas déconnant. Pareil pour rien à cacher. Il y a aussi un autre spell en bleu qui permet de contrôler un petit peu sa pioche et de piocher. C'est des cartes. C'est intéressant. Alors, ce sera pas intéressant dans tous les decks, loin de là. Mais dans des decks qui vont se rapprocher un peu des decks combo, où vraiment il va y avoir une grosse synergie entre plusieurs cartes. Et c'est en assemblant ces cartes-là que vous allez pouvoir gagner la partie. Et ben ce genre de carte est intéressant, c'est toujours bien à noter. Et c'est vrai que le violet, l'améthyste, est clairement la couleur qui pioche le plus, notamment avec... Enfin, ouais, une des couleurs qui pioche le plus. Mais en tout cas, il y a plus de cartes qui font référence à la capacité pioche, je pense. On a notamment l'adepte de Tchernabog, hein, qu'on peut comparer un petit peu à un Diablo, puisqu'il il est de 1 pour 1. Avec un de l'or. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez le bannir pour piocher une carte. Alors ça, ce qui est intéressant notamment par rapport à Diablo, c'est qu'il se suffit à lui-même et que pouvoir piocher une... Enfin, avoir une petite 2-1 au début, ça va servir notamment... Excusez-moi, je rebois un petit coup. Ça va servir notamment pour pouvoir déglinguer les petites 2-2 qui pourraient être mises de la part de l'adversaire. Donc voilà, avoir deux en force, c'est pas mal. Il y a aussi des 3-2 qui sont un peu joués dans le format. Et donc voilà, ça vous permet d'avoir quelque chose qui peut éventuellement mettre 2 à une bête. Bon. Et puis si jamais vous êtes en fin de partie et que vous avez moins besoin de ça, c'est vrai que généralement les 2-2 pour 1, à moins d'avoir un alter qui va bien dessus, bah c'est pas très utile. Et là ce qui est cool, c'est que au tour d'après, vous pouvez aller chercher votre lore et piocher une carte et donc potentiellement avoir connecté sur quelque chose qui est vraiment très fort. Comme par exemple le maître de la pioche. Avant c'était Maléfique. Maintenant on a Jafar, illusionniste, ensorcelant, enfin maléfique. On avait la maléfique à 3 qui était quand même une très bonne carte pour piocher. On avait la bête à 5 en gris dans le chapitre 2 qui faisait aussi le taf, évidemment. Mais par contre, celle-ci est complètement débile. Je pense que c'est une des meilleures légendaires de l'extension. 4-5 pour 7, c'est un petit peu cher, évidemment, mais il y a un alter 5. Ensuite, il y a insaisissable, donc ça fait plaisir. Alors, à la limite, heureusement, j'allais dire, parce qu'il ne va chercher que 1 de l'or, donc c'est un petit peu dommage. Sauf que tant que ce personnage est épuisé, gagnez un éclat de l'or pour chaque carte que vous piochez durant votre tour. Donc on l'a vu avec toutes les cartes qui permettent de piocher. Donc déjà, alors, quand on va piocher la première carte de notre tour, il sera dégagé. Ce qu'on fait d'abord, on dégage. Ça va prendre un max à d'abord dégager et puis après à piocher. C'est dans cet ordre-là. Donc on dégage, on pioche. Donc on ne gagnera pas un de l'or. Sauf s'il y a un effet qui fait qu'on le dégage pas, mais enfin bref, c'est quand même assez rare. Et derrière, par contre, toutes les cartes qu'on va jouer, donc Maléfique, justement le petit adepte qu'on avait joué par exemple au tour d'avant, vont nous permettre d'aller glaner du lore. Et évidemment, la grosse combo, c'est bien sûr avec ce rêve bleu. C'est complètement crétin, et en plus, ça se marie parfaitement bien, puisque lui coûte 5 ou plus, donc peut chanter cette chanson. Quand il chante la chanson, et du coup, il est engagé, et donc il peut trigger le fait de dire que vous allez gagner 7 lore dans le tour, tout en vous refaisant une main en plus. Donc c'est complètement crétin. J'imagine, oui, ça marche aussi, si vous avez 2 Jafar, vous gagnez 14. Hein, voilà, donc c'est bête et méchant. Donc je pense que des decks qui vont jouer 4 Jafar et 4 sur Rêve Bleu, à mon avis, il va y en avoir quelques-uns. En tout cas, moi j'ai beaucoup joué à la série, à partir de la série 2, des decks qui sont à la fois améthyste et acier. On n'avait pas beaucoup. Enfin, en tout cas, ça trustait pas le haut du format. Je pense que rien qu'avec ça, ça peut être bête, parce que de base, le gris a de très très bonnes chansons, notamment de très bonnes bêtes. Hein. On pense au Cendrillon, on pense à la Fée Clochette, etc. Plus la pioche du violet, donc déjà intrinsèquement c'est fort, mais avec des finishers comme ça, c'est débile. On avait aussi bien sûr mes amis de l'au-delà, si jamais vous ne jouez pas avec du gris, voilà, vous mettez Jafar, mes amis de l'au-delà, les maléfiques, enfin, franchement ça régale. Et alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir, parce qu'on Alter 5 c'est bien gentil, mais on a envie du coup de pouvoir le mettre plus tôt. Et bien donc on a ce Jafar donc, que j'ai brièvement étudié tout à l'heure. Je vais revenir dessus. Donc 2-2 pour 3, donc il ressemble un petit peu à... attends, on va laisser Maléfique parce qu'elle ressemble un petit peu à lui. Voilà, je vais mettre ça comme ça et comme ça. Voilà, à chaque fois je vous fais 3 piles. Voilà, comme ça vous pouvez avoir le temps de lire un peu les cartes qui passent. Ça me semble pas mal. Donc qu'est-ce qu'on voit ?
Je suis ton maître à présent. 2-2 pour 3 qui ajoute 2 de l'or, ce qui est pas si mal. Normalement, on a ça pour 2. On a une Cendrillon notamment qui fait ça pour 2. Et lorsque vous jouez ce personnage, regardez les 2 premières cartes de votre pioche. Remettez donc le fameux tu fais la note. Je ne vais pas forcément revenir dessus. Mais ça, ce qui est bien, c'est que comme il fait déjà son effet, et ben, quand vous le remplacez, comme il a un effet d'arrivée en jeu, quand vous le remplacez, bah, du coup, vous avez de toute façon profité de son effet. C'est ça qui est cool. Si c'était un effet statique, entre guillemets, ça aurait peut-être été un petit peu moins fort. Mais clairement, c'est pas le meilleur des Jaffar. Pareil pour lui. Hein. Et en fait, les Jaffar violets sont un petit peu décevants. On a ce Jaffar qui a offensif plus 3, donc qui de base est une 2-5 pour 4 et qui peut aller à 5-5 quand il attaque, donc ça reste quand même un peu léger. C'est pas si mal en limité, mais là on est plus là. Là on parle vraiment plutôt de format construit, où on construit son deck. Quoi. Et on a ici ce Jaffar là qui était une rare du chapitre 1, 0,5 pour 4, qui l'aurait à 2, et qui disait que la force de ce personnage augmente de 1 par 4 dans votre main. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça fait un petit peu... C'est dans le thème, effectivement, d'avoir plein de cartes. Si on commence à avoir 7 cartes ou plus, hein, on peut aller à plus que 7 cartes dans ce jeu. Enfin, il n'y a pas de limite de taille de main. On peut avoir une carte avec énormément de patates et qui, en plus, leur a 2 avec 5 de défense, qui est pas trop mal. Donc ça, on peut très bien faire sa tour 4 et sa tour 5. Et vous voyez, ça, par exemple, c'est une capacité qui est statique, on va dire, et qui, du coup, ne profitera pas. Voilà, au moins, celui-ci, vous avez fait son arrivée en jeu, ce qui est plutôt cool. Mais, évidemment... Ce que je ne vous conseille que trop, c'est de jouer, si jamais vous jouez gris, ça tombe bien, c'était la couleur de ce rêve bleu. Vous avez ce Jaffar qui est très bien pour l'avoir déjà testé. 3-2 pour 2, qu'il aura 1 et qui dit que durant votre tour, il est insaisissable. C'est une bonne carte, c'est une bonne carte à 2, en tout cas qui est appréciée, qui peut aller tuer les mini 1-3 qui ont insaisissable. Et qui franchement fait le taf, peut faire office d'anti-bête. Et puis à 3 en force, ça peut vraiment dissuader. Et bien, on pouvait le laisser un peu tranquille pour pouvoir faire ce Jaffar là un peu plus tard. Et même, vous avez le Jaffar un peu intermédiaire, serpent cuirassé, qui va vous permettre, je vais le mettre là, qui va vous permettre en alter 2. Ça aussi, je l'ai joué dans un deck des fausses vert gris à l'époque. Lorsque ce personnage en bannit un autre via un défi durant votre tour, vous pouvez piocher une carte, lui il veut casser des bouches. Il est vraiment pas mauvais pour ça. Et donc, il y a vraiment moyen, avec ces Jaffars-là, de pouvoir mettre celui-ci. Donc, je dirais, je pense lui éventuellement. Les 2 gris sont cool. Voilà, à voir si on peut aller... Peut-être celui-ci. Je dirais que le moins fort, ça reste celui-là. Les autres sont à peu près jouables. Après, il faudra voir si ça vaut le coup. Mais en tout cas, clairement, l'effet est très puissant. Et on va finir sur le thème Jaffar avec, bien sûr, la lampe. La lampe d'Aladin, mais qui a appartenu à Jaffar pendant un court instant. Si vous avez vu le film. On a donc un objet pour 2 qui n'est pas ancrable. Bannissez cet objet si vous avez un personnage Jaffar en jeu, piochez 2 cartes. Tant bien. Si vous avez un personnage génie en jeu, choisissez un personnage coûtant 4 ou moins et renvoyez-le dans la main de son propriétaire. On peut se cibler nous, mais ça peut évidemment pouvoir dégager un personnage adverse et pouvoir dire je l'ai joué un peu plus tôt et je vais jouer ce Jaffar et du coup, hop, directement profiter de son effet pour piocher 2 cartes. C'est pas mal du tout. En parlant de génie, il nous donne celui-ci dans cette édition. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, excusez-moi, vous pouvez le remélanger dans votre pioche puis piocher 3 cartes. Ce qui commence à être fort, hein, pouvoir piocher 3 cartes. C'est évidemment très bien. Non ancrable malheureusement pour 4, 3-5 c'est pas mauvais. Et puis on a le choix. On peut très bien dire, tiens là je vais te taper une bête et en vrai, il y a quand même des stats qui sont à peu près là. Et puis sinon, on va chercher un de l'or et on pioche 3 cartes, ce qui va être débile. Et notamment si vous avez bien sûr le Jaffar, illusionniste ensorcelant, engagé et en jeu. L'autre légendaire de ce set, en améthyste, il y a 2 légendaires par couleur. C'est Maléfique, justement, on parlait d'elle tout à l'heure. Alors malheureusement, elle n'est pas alter, mais elle coûte que 5, donc ce qui est à peu près ok. 2-3, c'est un peu léger comme stat. Elle part en aventure pour 2. Et chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez piocher une carte. Bah voilà, magnifique. On va piocher à balle dans ce set avec le violet, ce qu'on aime évidemment toujours bien faire dans les jeux de cartes. Et elle a aussi, chaque fois que vous piochez une carte durant votre tour, vous pouvez choisir un personnage et déplacer un de ces jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Ce qui est une des nouvelles capas, oui, nouvelle règle. Ça, c'est ce que vous avez dans les boosters en fait de cette édition. Vous avez 2 petites cartes comme ça à chaque fois. Bon, peut-être pas la peine de le mettre dans tous les boosters, mais soit ça remplace pas une carte jouable, heureusement. Et donc la nouvelle règle, autre nouveauté en Terre d'encre, la possibilité de déplacer des jetons dommages d'un personnage ou d'un lieu à l'autre. Déplacer un dommage ne compte pas comme infliger un dommage, donc faites attention, il y a des fois des trucs qui trigger avec ça, donc là ça marche pas. Ou endommager. Dommager, c'est pour les lieux.
le personnage ou le lieu recevant les jetons dommages. Donc, les effets qui modifient le montant des dommages infligés ne s'appliquent pas aux dommages déplacés, notamment sur tout ce qui va être la résistance. Donc, ça c'est plutôt cool, ça passe bien les cartes résistantes. Et en plus, elle, ce qui est bien, c'est que eh bien, le personnage en question, celui sur qui vous allez déplacer vos jetons, c'est forcément un personnage ennemi. Par contre, vous pouvez prendre d'un personnage ennemi pour le déplacer à un autre, mais aussi de votre personnage, d'un de vos personnages, pour pouvoir virer ses jetons. Donc c'est très cool parce qu'en plus, ça peut aller sur des bêtes qui viennent juste d'arriver, ou en tout cas qui sont pas inclinées. Donc petite maléfique maîtresse du mal qui est plutôt cool, même si elle est un poil fragile. On verra si elle trouve... voilà. Elle est moins impressionnante que Jafar, je trouve, mais pourquoi pas. En tout cas, ça permet encore une fois de s'amuser avec la pioche, et c'est ça qu'on aime. Alors si vous avez bien déplacé les jetons, les dommages, vous avez aussi offrir un don, qui, pareil, on voit maléfique, hein, très, très belle carte, avec son corbac. Je choisissais un personnage, déplacer un de ses jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Donc ça fait le même effet, sauf que c'est sur un jeton dommage et pas... Attends. Oui, mais là aussi, c'est un... Tout à l'heure, je sais pas pourquoi je dis deux. On déplace un jeton dommage. Le truc, c'est que là, on peut le faire plusieurs fois, parce que si jamais on pioche deux cartes, et pour le coup, chaque fois que vous piochez une carte durant votre tour, ça veut dire que ça fonctionne également avec la première carte que vous avez piochée, puisqu'elle ne demande pas d'être engagée. Donc vous allez le faire, oui. Si jamais vous piochez normalement et qu'elle part à l'aventure, vous le faites deux fois, ce qui est quand même plutôt cool. Bon, là, du coup, vous le faites donc une fois avec offrir un don. Est-ce que c'est bien? En fait, c'est pas trop mal d'aller chercher des bêtes qui sont dégagées, mais ouais, c'est un peu situationnel, quoi. Il se peut très bien que il y ait juste pas de jeton dommage sur les bêtes. Et dans ce cas-là, vous avez une carte morte, ce qui est un petit peu dommage, je disais. Voilà. Mama Houdi qui fait la même chose, donc je crois qu'il y a 3 cartes qui font cette petite capa dans cette édition. Mama Houdi, 3-6 pour 6, non ancrable, qui va à l'aventure à 2. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez choisir un personnage et déplacer jusqu'à... Voilà, elle, c'est 2 de ces jetons dommages sur un personnage adverse de votre choix. Je savais bien qu'il y avait 2 dans ma tête. C'est Mama Houdi qui est fortiche pour faire ceci. Donc voilà, on a à peu près on a les 3 cartes qui permettent de faire ça. C'est sympa, je ne sais pas si ce sera très jouable. En tout cas, actuellement... Alors, je dis pas en draft, enfin dans les formats limités, dans draft ou scellé, ça peut clairement être 100% jouable. Sur un format construit, comme il n'y a que 3 cartes qui fonctionnent avec ce genre d'effet, qu'en plus ça ne trigger pas le fait d'être endommagé ou de subir des blessures, et que les cartes sont relativement fragiles, enfin voilà, une carte à 1 qui fait son effet qu'une seule fois, maléfique de 3, ce qui est un peu léger. Mama Houdi, elle coûte 6, non ancrable, elle n'est pas alter. Bon, voilà. Je ne sais pas trop si ça aura de l'avenir en construit. Après, il y aura peut-être d'autres cartes qui vont sortir plus tard, mais bon, pour le moment, ça reste un peu léger. Bon, on a fait donc tout ce qui était capacité de pioche et de redistribution. Redistribution. Excusez-moi, je vais me fatiguer, j'enchaîne les vidéos là, je m'en excuse. De dommages. Et là, on va repartir sur la carte à 1 avec ce bon Rafiki qui est quand même un petit peu décevant. 0,2 pour 1, donc à la place de 2,2, on va retirer du coup 2 de force pour lui mettre offensif plus 3, donc il peut aller à 3, ce qui est pas nul, clairement. Et lorsque ce personnage défie un personnage yen, il ne subit aucun dommage pour ce défi. En vrai, c'est pas nul. En vrai, je l'ai un petit peu critiqué. Le fait de pouvoir avoir 3 d'attaque, c'est pas nul, mais je l'ai mis là ou pas? Non, je l'ai pas mis là. Alors attendez, je vais le rechercher parce que je crois que savoir où il est dans ma petite collecte, sauf si c'est du chapitre 2... Non, c'est un personnage du chapitre 1, pardon. C'est un personnage du chapitre 1, voilà, il est là. On peut le comparer à Capitaine Crochet et voir qu'en fait, il est du coup strictement inférieur à Capitaine Crochet. Bon, alors, sauf sur sa capacité de yen, mais il y en a quand même très très peu de yen dans ce jeu, pour le moment. Eh bien, on préfère avoir une 1-2 offensive plus 2 qu'une 0-2 offensive plus 3. Voilà. Maintenant, c'est pas les mêmes couleurs, donc si vous jouez pas gris, ça peut être intéressant d'avoir ça, parce qu'en vrai, avoir une carte à 1 qui va chercher jusqu'à 3 dégâts, c'est vraiment pas mal. C'est pas trop mal. Et Capitaine Crochet était quand même assez joué. Rafiki, le premier du nom, n'a pas été très joué, que je sache, en tout cas en construit à partir... Enfin, voilà. Moi, je me rappelle que ma base, c'est construit à partir du chapitre 2. Donc, je trouve que c'était joué en chapitre 1, mais en tout cas, chapitre 2, j'ai pas vu de deck qui le jouait. Donc, voilà, Rafiki qui est là, mais pour l'instant, c'est pas le personnage où il y a le plus de synergie voilà. En plus, il n'y a pas vraiment trop de... À part le fait qu'il aime bien se battre,
n'y a pas vraiment trop de lien entre les deux. Et il n'y a pas de côté alter ou de choses comme ça, quoi. Si demain il y a un gros Rafiki alter 2 ou 3, on sera très content d'avoir celui-ci en tout cas. Parce que c'est pas une mauvaise carte à 1, d'ailleurs elle est rare. Mais voilà, on a ensuite Lena de Sortilège, une adolescente rebelle, ouais, mais qui est donc 1-3 pour 2 avec 1 de l'or et qui charge. Bah, le problème c'est que la charge c'est bien sympa quand il y a un peu de points, quoi. Là c'est vrai qu'on est sur une 1-3, va pas charger grand chose. Hein. Alors, elle peut tuer les deux, hein. Voilà, elle kill assez bien je sais pas moi, par exemple, un petit adepte qui n'aurait pas été sacrifié. Eh bien, on peut dire Lena, j'attaque, je fais ça, mais généralement, les cartes, enfin, notamment les cartes qu'on charge, on préfère quand elles ont un peu plus de patates que ça. Et puis c'est pareil, c'est une carte qui pour l'instant est toute seule, elle n'a pas d'alter ou de choses comme ça. En revanche, Mystique, par contre, là, il va y avoir des cartes en plus. On a donc une 2-3 pour 2 qui ajoute un de l'or qui n'a pas d'effet en plus, donc une carte qui est vanilla moins. Donc c'est pas mal, mais il y a des cartes qui font mieux et qui sont communes. Par contre, elle peut... ouais, on va commencer par celle-ci. Donc ça, c'est la Mystique A4. 3-4 pour 4 qui leur a 2. On l'engage, choisissez un objet ayant un coût inférieur ou égal à 1 de ce... Non, pardon. Ayant un coût inférieur ou égal à la force de ce personnage et renvoyé dans la main de son propriétaire. En vrai, des objets, il y en a assez peu qui coûtent 4 ou plus. Donc quasiment n'importe quel objet, vous allez pouvoir donc soit le dégager en face, je sais pas, je pense à une plume par exemple, qu'on va pouvoir... je vais quand même montrer ce que c'est plume, j'ai pas pensé. Mais ça peut être intéressant parce que c'est un des objets A3 qui est assez joué. Bon, après, est-ce que c'est intéressant de le renvoyer dans la main une fois qu'il a fait son effet? Je ne sais pas, mais voilà, ça fait partie des petits objets sympas. On va pouvoir éventuellement envoyer A3. Hop là, voilà. On a donc cette plume en forme d'arête qui est plutôt cool à dégager. En tout cas, ça fait le trigger. Et ça peut aussi faire sur nous-mêmes. C'est-à-dire que la plume, une fois qu'elle est en jeu, qu'elle a fait une fois ou deux son effet, bah, des fois, elle ne va pas forcément servir à grand-chose. On peut la renvoyer du coup dans notre main, puisqu'on peut choisir un objet qui nous appartient, et le rejouer pour retrigger notamment sa capacité. Bien sûr, la glace à l'eau, c'est ce qu'on veut faire, hein, pouvoir le avoir en main pour pouvoir repiocher. Ça peut être intéressant. Après, le problème, c'est qu'elle n'a pas de capacité de protection. Elle n'a pas de insaisissable, par exemple, qui lui permettrait de résister. Parce que bon, si elle fait que ça pour enfin, vous payez 4, vous renvoyez une glace à l'eau, vous piochez, mais derrière, vous la faites tuer. Je sais pas si c'était très worse. Ou alors, vous pouvez donc mettre cette Alter 5 de Mystique, qui est plutôt sympa. Donc, elle a 7 non ancrables, donc c'est un peu le bout du monde. Heureusement qu'elle a Alter 5, donc sur une des Mystiques. 4-6. Tout est à moi, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, gagnez un nombre d'éclats de l'or égal au coût d'un de vos objets en jeu. Alors là, j'ai regardé, en fait, les objets, il y a le maximum de coût des objets, c'est 4, ce qui est pas mal déjà, hein, pouvoir dire qu'on l'or a 4 pour une carte à 7, c'est pas mal, hein, c'est pas mal. Mais bon, c'est pas non plus dingo. Et en fait, alors c'est pas dingo, c'est Picsou, il a un sous-fétiche, c'est la seule carte pour l'instant, le seul objet, à l'heure où je vous parle, qui dépasse les 4 de coups, et donc le sous-fétiche de Picsou, alors qui malheureusement n'est pas forcément très combo avec... Enfin, si vous l'avez, vous partez à l'aventure, vous gagnez 7. Donc ça évidemment, c'est très fort, on est tous d'accord. Par contre, c'est pas elle qui gagne ce pouvoir-là. Donc en fait, on peut pas dire, ah oui, puis en plus, pour 2, je choisis un personnage, je gagne un nombre de valeur égal à un nombre de l'or égal à sa valeur de l'or, elle sera toujours à 0. Donc bon, il y a une petite synergie d'un côté, mais pas de l'autre, quoi, vous voyez. Enfin bon, ça peut être quand même assez rigolo. Je ne sais pas si ce sera très joué pour le moment, Mystique. Disons que les cartes qui jouent avec les objets en violet, il n'y en a pas beaucoup, donc il faut jouer du bleu pour ça. Et le bleu a déjà pas mal de cartes qui fonctionnent bien entre elles. Je ne sais pas si c'est pas un peu overkill. J'ai l'impression qu'on préférera le crabe, j'ai l'impression que, bon, il y a peut-être mieux à faire, mais voilà, en tout cas, vous savez maintenant qu'elles existent. De toute façon, comme je le disais, cette vidéo est là pour parler de toutes les cartes améthystes du set, qu'elles soient bien ou moins bien. Le seul truc que je traite pas, c'est les cartes qui ont référence au lieu, puisque je les ai déjà traitées dans une vidéo antérieure. On a Pua, qui vient, je crois, de... Vraiment, je l'aime pas du tout. Hein. Taram et le chaudron magique. Je comprends pas l'intérêt de ce dessin animé. Qui est pas si mal, en vrai, bon, pour une petite commune, un 2-2 pour 2, qui leur a 2, c'est pas si mal. Hein. On avait Cendrillon qui faisait ça dans le chapitre 1, qui était Unko. Ça, mais généralement, les cartes qui leur a 2,
pour 2 qui sont communes ou unco, on va avoir un petit défaut, quelque chose qui va dire ah bah tiens les 2-1 par exemple, ou bon ça peut être un peu moins bien que ça, c'est pas si mauvais. Par contre il a une capacité, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez le remélanger dans votre pioche, donc en fait il est strictement meilleur qu'Aurore finalement. Ce qui le rend moins bien qu'Aurore, c'est qu'en fait il n'y a rien pour l'instant, enfin Pua, vous vous doutez bien que des Alter Pua pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup, en l'occurrence il n'y en a pas, alors que des Alter Aurore il me semble qu'il y en a, je ne vais pas dire de conneries, mais en tout cas, il y a plus de chances que dans les... C'est vrai que pour l'instant, Aurore n'est pas joué, mais dans les sets à venir, il y a plus de chances qu'on retrouve des Aurores Alter que des Pua, quoi. Bref, en tout cas, pas mauvais en scellé ou en draft. Balai magique. Alors justement, je vais revenir un petit peu sur ça, parce que j'en avais parlé dans ma vidéo sur les lieux. Ce balai magique qui fonctionne avec ce lieu-là, notamment la tour du sorcier. Vous pouvez déplacer gratuitement vos personnages balai magiques sur ce lieu, et les personnages sur ce lieu gagnent plus 1 de l'or. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec les balais en ce moment? Bah, pas grand-chose. On a toujours Mickey Mouse, qui est donc le chef des balais. Hein, bien sûr, ça vient de Fantasia. Et qui dit que les personnages balais vous coûtent 1 de moins à jouer. Bah, tant mieux, parce que ça, c'était vraiment pas top. Hein. Quand c'est sur un lieu, c'est une 3-5 pour 3 qui aura 1. C'est pas dingue. Hein. Mais c'est-à-dire que même avec son effet... même dans le setup parfait, c'est pas foufou. Après, c'est qu'une commune, on va pas non plus trop lui demander. Et si un de vos personnages banni via un défi, vous pouvez le reprendre en main, ce qui est quand même plutôt pas mal. Là, pour le coup, ça commence à faire du card advantage. Mais ça reste un peu léger. Le balai magique était sorti dans le chapitre 1, qui était une 2-2 pour 2, qu'il aurait à 1. Donc normalement, c'est le coup d'un truc à 1, ça. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez remélanger une carte de la défausse de n'importe quel joueur dans sa pioche. C'est vraiment pas dingue. Donc, les nouveaux balais magiques, on a celui-ci, qui est donc 4-4 pour 5 non ancrables. Les gars, faites un effort. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire des balais magiques, mais qu'ils les ont fait vraiment pas nuls, en fait. Alors, peut-être que série 4, 5 ou plus, on aura vraiment des trucs qui sont forts, mais pourquoi non ancrables? Enfin, c'est une 4-4 pour 5, charge, bon, qui leur a 2. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez remélanger toutes les cartes balais de votre défausse dans votre pioche. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Franchement, cette capacité-là de remélanger les cartes de la défausse dans la pioche, c'est quand même vraiment pas fou, quoi. Donc ouais, moyen, c'était pas obligé de le mettre non ancrable, je trouve. On avait ce balai magique de la série 2 qui disait, lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage qui gagne résistance plus 1 jusqu'au début de votre prochain tour. C'était une 2-3 pour 3 qui l'aurait à 1. C'est vraiment pareil, le bout du monde. Et enfin, le dernier balai qu'il nous propose, c'est celui-ci qui, pareil, non ancrable. Franchement, ils ont une dent contre les balais. 3-3 pour 6, vraiment des stats exceptionnelles. Ça leur a 1, bien sûr. Si vous avez un personnage mage en jeu, alors ce qui est cool, c'est que lui, il est mage, mais on est d'accord que les autres balais ne sont pas mages, donc on peut même pas trigger avec les balais, quoi, il faut des mages. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que sinon, alors si vous n'avez pas de mage en jeu, vous êtes vraiment la sassa du game, hein, je vous le dis. Vous avez une 3-3 pour 6 qui leur a 1. C'est vraiment, ça coûte 2, à peu près, d'avoir ce truc-là. Si vous avez un personnage mage en jeu, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage adverse et l'épuiser. Il ne pourra pas être dressé au début de son prochain tour. Pas mal, hein. C'est pas non plus bannir un personnage. On le retrouvait évidemment cette capacité-là sur Elsa, qui est elle-même un mage. Donc il y a un monde où il se passe des choses un jour avec les cartes violettes et des balais et des mages. Bon, pour le moment, on va pas faire un deck avec ça, quoi. Et voilà. Et on a donc dans cette capacité de je t'engage, je te gèle un petit peu, je t'engage et tu ne te dégageras pas. On a Ursula qui vient de sortir et qui dit chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas être dressé au début de son prochain tour. Alors faut faire attention parce que il y a certains cas où ça engage, comme celui-ci et le balai engage, mais Ursula n'engage pas. Chaque fois qu'il est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui ne pourra pas être dressé au début de son prochain tour. Donc bah il faut le faire sur un personnage qui est incliné, qui est épuisé, parce que sinon ça ne fonctionnera pas très bien et on aura du coup une 3-3 pour 3 qui n'est pas ancrable. C'est fou. Enfin, les mages ils sont sympas mais ils sont pas ancrables, quoi, à part Mickey. Mais c'est quand même très, très moyen, je trouve. Alice, allez, on continue encore dans la série des cartes qui aiment bien engager les autres. On a Alice qui est très très curieuse et qui, bon, 4-4 pour 6, alors heureusement elle est ancrable. C'est un mage ancrable, parce que ça c'est rare, vous l'avez vu. Elle leur a 2. En langage, choisissez un personnage adverse et épuisez-le, ainsi que tous les personnages adverses du même nom. Alors, si jamais le mec il a un deck chiot dalmatien et qu'il en a 99, c'est cool, vous allez pouvoir tout engager, mais en réalité, c'est quand même pas foufou. Et puis bon, bah, on rappelle hein, dans ce jeu, quand on s'engage, eh bien, on est très fragile. Et donc, on peut se prendre un retour de flamme dans la bouche, ce qui est un petit peu moyen. Effort désespéré, choisissez un personnage adverse et épuisez-le.
choisissez ensuite l'un de vos personnages qui gagne offensif plutôt jusqu'à la fin du tour. Pareil, une action non ancrable pour 3 qui n'est pas une chanson. C'est quand même un peu le bout du monde hein, pour pouvoir lui faire un petit peu mal. Je trouve pas ça dingus. On a Hydros, alors je vais passer assez rapidement sur Hydros et sur Stratos. Ils sont 2 titans. Les titans, on va les retrouver parce qu'un peu à la manière des balais, il y a un thème pas ouf, en tout cas à l'heure où je fais cette vidéo. Peut-être que dans d'autres éditions, ça sera dingue. Mais pour l'instant, le thème est pas ouf, mais il est intéressant à vous montrer. Je vous montrerai quand on sera sur la dernière vidéo, donc la vidéo avec les cartes acier. Mais en tout cas, celui-ci a aussi le principe de pouvoir épuiser un personnage. C'est normal, c'est titan de glace, mais bon. C'est pas dingus. On a ensuite dans les cartes à 3, Yago, qui est une 3-2 pour 3 insaisissable. C'est pas mauvais comme stat. Hein. On avait Fidget, qui faisait la même chose en rouge et qui était joué dans certains decks rouges et améthyste, enfin rouge-violet, qui ont dominé le format lors de cette saison 2, on va dire. Notamment parce que ça permet de casser des minis. En fait, voilà, ces jeux aimaient bien jouer des minis comme ça, parce que c'est plutôt des bonnes stats pour le coup, un 3 insaisissable pour 3. Et bien Fidget peut aller casser des minis. Et bien maintenant, on pourra compter sur Yago pour le faire. Est-ce qu'il y aura toujours intérêt à le jouer? Je ne sais pas. J'ai envie de dire que je ne suis pas certain. Mais en tout cas, on verra bien. Yago qui pour l'instant n'a pas d'alter. Un énorme Yago qui pourrait faire beaucoup de mal. En tout cas, c'est pas une si mauvaise version. L'arène, pareil, une petite carte Vanilla 4-3 pour 3. Je crois qu'on préfère les 3-4. Hein. On préfère les 3-4. Je crois que c'est quand même un petit peu mieux généralement. On préfère être un peu plus tanky. Mais c'est pas injouable évidemment dans tout ce qui est scellé et draft. Le problème c'est qu'en fait la reine jaune, elle se... Voilà, je l'aime là. C'était très bien d'avoir la reine jaune avec son alter à 2. Ça, on était très contents, hein, et je pense qu'on va toujours en revoir sur les tables. Par contre, en violet, on a une reine qui coûte du coup 3, avec une reine à 5 qui n'a pas d'alter, et qui en plus a un effet qui n'est pas dingue parce que il faut qu'elle se tourne, et donc elle tende un peu ses fesses, et donc vous avez peut-être pioché une carte, mais derrière il va pouvoir vous la battre. Voilà, il manque un petit insaisissable, quelque chose comme ça, pour éventuellement pouvoir en profiter un peu trop. Par exemple, si je la compare évidemment à la bête, qui elle est la vraie, voilà, ça c'est une vraie carte, mes amis. Ça coûte peut-être un bras, mais ça c'est une vraie carte effectivement, parce que ça permet de piocher une carte de plus à chaque tour sans s'engager. Ce qui est évidemment plus fort que cette vaniteuse et malfaisante reine. On arrive bientôt à la fin du... C'est ma dernière carte? Non. Ah si, si. Ah bah si, je vous ai tout montré. Il me manque uniquement... Hop là. Cette superbe oiseau de feu qui est exceptionnel de vanille, qui ressemble un peu à Scar. Est-ce que c'est jouable en limité ou en scellé? Franchement, je ne sais même pas. Une 6-2 pour 4. Vous allez tuer une bête avec ça. Vous n'allez pas faire beaucoup plus. Ouais, pour compléter un draft éventuellement, mais je pense que vous aurez mieux à vous mettre sous la dent. En tout cas, je l'espère pour vous. Quoi qu'il en soit, un violet qui était quand même plutôt bien loti en carte de draw, et notamment grâce bien sûr à Jafar, hein, qui est vraiment la grosse carte, je pense, violette du set. Il y aura quand même 2-3 autres trucs à se mettre sous la dent, mais c'est clairement lui qui me fait le plus rêver dans cette couleur. Je regarde un petit peu, mais oui, clairement c'est sur lui qu'il va falloir compter. Après, le violet est déjà très très bien loti hein, dans la série, même depuis le chapitre 1. Donc voilà, ça tourne un petit peu, et que voilà, il n'y a pas que des très bonnes cartes. Voilà. Donc, les balais gâchent un petit peu, je trouve, comment dire, les cartes. Mystique est pas forcément dingue. Maléfique, elle est peut-être un petit peu fragile, la maléfique légendaire. Peu importe, je vous en avais parlé tout à l'heure. Bref, heureusement que Jafar est là pour pouvoir sublimer un petit peu cet éclat améthyste. Voilà, mes petits amis, pour la vidéo sur donc la couleur améthyste du chapitre 3 de l'Orcana. Et on se retrouve très bientôt pour... Qu'est-ce que je vais faire juste après? Dans la couleur paille, c'est l'émeraude, bien sûr, le vert. À bientôt. Ciao.